Et vous avez fait référence au vivre ensemble, qui est quand même un concept qui a été... qui est typiquement français certes, mais qui est issu du contrat social de Rousseau et qui a été consacré par nos propres juridictions, dont la Cour de cassation, ce qui montre l'importance quand même de raisonner aussi par État. Et d'ailleurs, en droit français, la laïcité a deux principales composantes que parfois les personnes faussement opposent, alors qu'en fait ça en fait vraiment partie. C'est la liberté de pensée, de conscience et de religion. On vient de s'interroger sur le fait qu'elle soit peut-être en crise. Et la neutralité. Et donc ça va être intéressant maintenant de s'interroger sur l'autre volet de la notion de laïcité, qui est la neutralité de l'État. Et donc on va voir ensemble le modèle belge de la neutralité de l'État. C'est à vous. Bien, merci Madame la Présidente. C'est un défi. C'est toujours un défi, même si je ne suis pas tout seul cet après-midi, de venir parler dans un auditoire scientifique d'un système qui n'existe qu'en seul endroit au monde, qui est notre pays, qui est le produit de deux grandes caractéristiques de la Belgique, qui est une terre de compromis et une terre de surréalisme. Et à bien des égards, c'est avec toute la modestie qui doit nous caractériser que nous adressons à un public qui est généralement rationnel et positiviste. Alors c'est vrai, Leonardo Sciascia disait que la Sicile était la métaphore de l'Italie. À certains égards, je crois qu'on peut dire que la Belgique est peut-être la métaphore de l'Europe, ce qui pourrait rendre intéressant ce que je vais vous dire, si sans cela ne le serait sans doute pas du tout. Autrement dit, il faut que je commence par trois arrêts sur image. Le premier arrêt sur image, c'est la naissance de la Belgique, 1831, une constitution qui était à l'époque superbe, qui avait été un peu copiée à gauche, à droite sur ce qui existait, mais qui était un modèle déjà de compromis entre des initiatives constitutionnelles françaises, hollandaises et américaines, mais où une question a fait débat, qui était la question du rôle des églises, mais en fait d'une église, parce que la Belgique est née de l'exaspération d'une population catholique par rapport au protestantisme hollandais et par des revendications extrêmement fortes du mouvement catholique par rapport à l'autre grande famille politique à l'époque qui étaient les libéraux. Ils se sont réunis dans un gouvernement unioniste et la moisson des catholiques a commencé et c'est caractérisé par une règle très clair, c'est le financement des traitements et des pensions des ministres du culte par l'autorité publique. Alors, à l'époque, ce n'était pas révolutionnaire. Vous aviez le concordat de 1801 en France, le système existait aux Pays-Bas, mais on aurait pu imaginer qu'à l'époque se pose la question qui, théoriquement, était déjà sur le tapis, qui était la possibilité d'une séparation de l'Église et de l'État. La Belgique s'est résolument engagée dans une voie différente et dès son premier jour s'est inscrite en contradiction avec ce principe. Ça n'a pas été sans incidence parce que la religion catholique a pu apparaître comme une religion d'État sans le dire. Le monde social, le monde scolaire a été investi par ce courant d'opinion et il suffit pour s'en rendre compte de constater, et ça doit paraître incongru dans un pays normal, et je crois que malgré tout je suis ici dans un pays normal, c'est que sur 188 ans de vie politique en Belgique, pendant 146 ans, les partis catholiques ont été au pouvoir. Autrement dit, on ne vit pas cela impunément. Deuxième arrêt sur image, c'est le pacte scolaire conclu en 1958. Alors, il est évident que dès le moment où il y avait un clivage entre une opinion catholique très puissante et très active dans les sphères du pouvoir et un courant d'opinion, mais le plus souvent minoritaire et libéral, il y eut des fenêtres. Il y eut des fenêtres où les catholiques ont dû aller dans l'opposition. Et les autres, enivrés par un plaisir qu'ils savaient fugace, en ont profité pour légiférer, notamment dans le domaine de l'enseignement, et pour essayer de créer ce qui était à la fois un rêve au départ et une nostalgie par la suite, qui est un peu votre école de Jules Ferry. Autrement dit, renforcer l'enseignement public et faire reculer, dans une certaine mesure, l'enseignement libre catholique. Le fait est, c'est qu'il y a eu deux grands moments, 1879 et 1958, deux grandes vagues législatives
qui se sont soldées à la fois par des réactions d'une extrême violence, vous en verrez ça dans ma note écrite, des évêques, et, faut-il le reconnaître, parce que la démocratie a ses vérités, par des défaites électorales massives des libéraux en 1879, des libéraux et des socialistes en 1958. Et c'est là qu'est venu le compromis, le pacte scolaire, un accord purement politique, conclu par les trois grandes familles politiques de l'époque, les socio-chrétiens, les libéraux et les socialistes, et la consécration d'un certain nombre de principes qui vont se traduire ultérieurement dans l'article 24 de la Constitution. Quelques principes. L'enseignement est libre, la communauté assure, la communauté, si je parle de communauté, c'est que depuis lors, c'est une entité fédérée, en tout cas la communauté française, flamande et germanophone, qui est compétente dans ce domaine. Ce n'est plus l'État fédéral. Donc la communauté assure le libre choix des parents, elle organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques et idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, fixée à 18 ans en Belgique, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Un peu plus loin, tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale et religieuse. Et puis, on l'affirme, c'est l'évidence, tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou devant le décret, norme législative de l'entité fédérée en question. Deux idées donc. Chacun peut ouvrir une école. Chacun, s'il entre dans des conditions qui sont des conditions pédagogiques objectives, peut obtenir un financement. Ça veut dire qu'il y a un enseignement public, mais qu'il y a aussi un enseignement privé qui, en Belgique, a été massivement un enseignement libre de confession catholique. Quant à cette pauvre école publique, on est tellement loin de Jules Ferry, elle est privée d'abord de tout le financement qui va ailleurs, c'est presque un système de voie de communicants, mais en plus, elle est obligée de dispenser des cours de toutes les religions reconnues et, accessoirement, j'y reviendrai dans un instant, un cours de morale non confessionnelle. Autrement dit, le concept de neutralité est inscrit au cœur de la Constitution avec un certain nombre de corollaires. Et ces corollaires, c'est une obligation pour les pouvoirs publics d'enseigner les religions et ce truc un peu bizarre, j'y reviendrai, qu'est la morale non confessionnelle. Autrement dit, l'école publique n'est pas sortie renforcée de ce processus, à supposer qu'elle était forte encore. Autrement dit, et il y a bien longtemps, mais je sais que je ne suis pas le seul ici, que j'ai la conviction profonde que le juriste n'est pas neutre, qu'il pense, et je pense, et vous entendez ou vous percevez ce que je pense. Et dans cela, je m'offre à votre critique la plus vigoureuse qui soit. Mais il est clair que la belle laïcité à la française, celle dont, subjectivement et personnellement, j'ai toujours rêvé, elle avait déjà subi deux coups, qui sont ceux que je viens d'évoquer, le financement des cultes par l'État et un enseignement qui n'est pas massivement un enseignement public. En 1993, ça va être l'erreur fatale, le troisième arrêt sur image, ce qu'on peut appeler le syndrome de l'Harakiri. Autrement dit, de manière assez claire, il y a en Belgique des associations, et je mets les guillemets, laïques, qui très vite se sont dit qu'elles devaient être compétitives. Être compétitive, ce n'est pas défendre dans des cénacles scientifiques des principes aussi beaux que sans doute inopérants qu'est la séparation de l'Église et l'État. C'est offrir aux gens des moments, être là au moment du baptême. Ah non, pas le baptême, on va appeler ça la fête laïque. Être là au moment de la puberté, on va appeler ça communion, on va appeler ça fête laïque, et puis le mariage laïque, et puis le décès laïque. Et donc, aussi envoyer dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de repos, comme il y a des aumôniers, des conseillers laïques. Et plutôt que de défendre la séparation de l'Église et de l'État, ils sont venus à l'écuelle, en quelque sorte, et ont sollicité un subventionnement. Et avec beaucoup de joie, tous les tenants des cultes leur ont dit « mais venez, venez, venez !» Et on va consacrer constitutionnellement quelque chose qui n'a pas ce nom-là dans la Constitution, mais qui a ce nom-là dans les travaux préparatoires, la laïcité à la belge, c'est-à-dire une religion que j'avais à l'époque, et je n'ai pas changé d'avis, qualifiée de religion de trop. Voilà le décor. Alors, à partir de cela, il faut faire un bilan actuel et voir quelles sont à la fois les réalités, les boulets
et les perspectives. D'abord, les cultes reconnus. Alors, c'est une absurdité. Dans les débats qu'on avait en coulisses, je suggérais que la seule manière de reconnaître des cultes, c'est de n'en reconnaître qu'un seul. On peut éventuellement concilier la démocratie avec une religion d'État. Certains États le font. Un exemple récent, c'est la constitution tunisienne qui consacre une religion d'État et qui s'efforce courageusement de développer institutionnellement un modèle démocratique avec aussi l'égalité femmes-hommes inscrite dans la constitution. On peut admettre, moi j'aime pas, mais on peut admettre. Mais par contre, dès le moment où on conjugue la notion de religion au pluriel, on est dans le marasme le plus complet. Et la Belgique est dans le marasme le plus complet. Elle a aujourd'hui 6 religions et demie reconnues. Les demi, ce sont mes amis laïcs. Il y a les catholiques, les protestants, les anglicans, les israélites et les orthodoxes. Mais pourquoi pas tous les autres? Ou pourquoi pas les sous-religions, les alévis par exemple pour les musulmans? En vertu de quels critères? Ça, nul ne le sait. Le législateur non plus ne le sait pas parce qu'il n'a pas légiféré. On n'a jamais fixé de manière très claire la liste des critères de reconnaissance. La pratique administrative en a produit des critères aussi sympathiques que l'ancienneté du culte, comme si quelque chose de nouveau n'avait pas la même légitimité que quelque chose d'ancien. L'ampleur des fidèles. Mais pourquoi des petits fidèles ils n'ont pas droit aussi à une protection? On se demande pourquoi. Et alors... sommet du genre, l'intérêt social. Donc on va aller juger, et là on est vraiment en pleine contradiction avec ce qu'on peut faire par rapport à des instruments internationaux. On va aller voir si c'est vraiment intéressant de les reconnaître ou pas. Je ne vous décris pas le droit d'une république bananière, mais celui de mon pays. Il n'en demeure pas moins que ce système fonctionne tant bien que mal, mais fonctionne comme ça, et qu'il est clair aujourd'hui, et ça reste quand même quelque chose qui, pour ce qui me concerne, est problématique. C'est que de l'argent public, et pas un peu, permet de financer les traitements des ministres du culte, les pensions des ministres du culte. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le temporel du culte, ce qui était les fabriques d'églises avant, c'est-à-dire le financement des lieux de culte. Alors, on ne va pas être hypocrite, il faut appeler un chat un chat. Tout ça, c'était fait pour une religion, et puis pour quelques-uns qui étaient minoritaires et non dangereux. On n'avait pas vu le fait qu'à un moment donné, être confronté à un fait religieux d'une autre nature, pas moins respectable, mais structuré différemment. Et donc, quand on s'est retrouvé face à la montée d'une population qui était de confession musulmane, qui très légitimement avait des revendications identiques à celles des autres religions, ça a été la catastrophe, parce que la religion catholique, elle est bien pyramidale, bien structurée, on a un chef, des sous-chefs, des sous-sous-sous-chefs. Et la religion islamique, elle n'est pas conçue comme ça. Donc il a fallu presque artificiellement créer un organe chef de culte, c'est-à-dire un exécutif des musulmans de Belgique, qui était une initiative de la communauté musulmane, mais avec le pouvoir politique qui avait le revolver sur la tempe, en disant si vous voulez être financé, il faudra bien vous structurer. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, et les milieux qui ont adoré ce système l'adorent un peu moins, se disent qu'il va y avoir un financement de plus en plus important de ministres du culte musulman, sans forcément un contrôle sur le contenu de ce qui sont les activités. Alors c'est clair qu'à 95%, ça ne pose guère de problème, mais qu'on sait qu'il peut y avoir, chez vous comme dans n'importe quel pays comme le nôtre, des lieux de culte qui génèrent des systèmes de valeurs, pour rester pudiques, qui n'ont rien de commun avec ceux sur lesquels nous pourrions tous nous entendre. Et une grande difficulté du contrôle de cela. Et le même problème, et c'est la deuxième étape, va se produire dans l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement libre, entre guillemets, en Belgique, qui est l'enseignement privé, il est 90%, je suis gentil, 95% catholique jusqu'ici. Mais maintenant, vous avez des écoles islamiques qui disent, voilà, nous remplissons tous les critères fixés par l'autorité pour avoir le financement, par ici le financement. Le contrôle sera probablement plus facile à opérer que ce lieu de culte, mais la question se pose aussi de savoir si c'est le modèle d'enseignement que l'on souhaite et s'il n'eût pas mieux valu une véritable école publique ouverte à tous. Et en revenant à ce vieux fantasme de la loi de 1905 qui laissait une liberté de religion absolue mais limitée à la sphère intime et à la sphère privée. Et c'est ainsi que j'en viens, j'espère que je suis encore plus ou moins dans les temps, au concept de neutralité. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine inquiétude dans des milieux politiques
qui aujourd'hui se réveillent, se rendent compte qu'ils portent 180 d'histoire et que ces 180 années d'histoire sont lourdes, et qui en arrivent à souhaiter l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Alors là, c'est l'aberration totale, parce que l'article 1er de la loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Donc la Belgique, c'est l'antithèse de la laïcité. La deuxième contradiction, c'est que nous, la laïcité, ce n'est pas un principe, c'est un culte sans religion ou sans Dieu. Et pourtant, et je m'en expliquerai plus en détail dans ma contribution écrite, il y a quand même là quelque chose qui est rassurant. Rassurant parce que la neutralité telle qu'on la défend, elle est invendable, parce que c'est un concept qui peut être conçu dans un sens inclusif comme étant des accommodements raisonnables, ou dans un sens exclusif comme étant une sorte de pré-laïcité. Le concept est donc hypocrite et ambigu. Autrement dit, introduire la laïcité dans un pays qui n'est pas laïque dans la Constitution pourrait apparaître comme une aberration institutionnelle. Il n'en demeure pas moins, et ça fait peut-être partie des paradoxes, parce que la Belgique est terre de surréalisme, que ce ne serait pas la première fois que dans notre Constitution, on abriterait en son sein des dispositions contradictoires. Ce ne serait pas la première fois que dans la Constitution belge, des mots veulent dire des choses différentes. Ce n'est pas la première fois qu'une disposition dit blanc, qu'une autre dit noir, et que la pratique finale aboutit à gris. C'est la loi et la vicissitude d'un pays qui ne ressemble sans doute à aucun autre. Alors sans doute aurait-il mieux valu ne pas utiliser la technique de la lasagne, qui sont les couches contradictoires qui s'additionnent, mais paradoxalement, si c'est une manière, j'en reviens à mon propos initial, qui est de donner une piste à une Europe de demain et de dire que l'organisation des autorités publiques sur base du fait religieux, c'est du passé, et qu'il y a une volonté d'organiser l'avenir sur une autre base, qui est d'arriver enfin à la séparation des églises et de l'État. Cette contradiction apparente dans la Constitution belge, ce serait bien un pari qui vaut bien une messe, et peut-être une manière de réveiller Aristide Briand, qui écrivait « Si vous voulez que la raison libre ait un abri, construisez le Louis. Mais n'essayez pas de le faire coucher dans le lit de l'Église, il n'a pas été fait pour elle. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de nous d'avoir relevé ce défi. Enfin, vous aviez dit que c'était un défi, mais le défi est relevé. Et on a vu les ponts avec la laïcité française quand même, avec le modèle belge, en particulier l'article 24, on dirait du Condorcet, c'est-à-dire la morale laïque. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et puis le lien avec la séparation des églises et de l'État, en dépit des différences.